Donc, l'atelier d'aujourd'hui porte sur les bonnes pratiques de développement data intégration. Donc, ce n'est qu'une première partie de, on va dire, de nos différents ateliers. Il y en aura d'autres éventuellement sur la partie ESB, puisque j'entendais quelqu'un parler d'apprendre un peu à connaître la solution ESB. On aura également d'autres présentations sur Talent Cloud, sur les différents outils qu'on va retrouver sur Talent Cloud et les fonctionnalités et à quel moment les utiliser, les avantages et les inconvénients, etc. Donc, aujourd'hui, on commence par la data intégration sur les best practices. Alors, j'ai divisé la présentation en deux grandes parties. Donc, une best practice au niveau du design. Donc, on aura best practice job design et un autre volet sur les performances. Parce que, bien entendu, on va designer le job, on va appliquer les bonnes pratiques, mais il y a également toute la partie performance d'exécution qui est un volet assez important également dans un projet Talend. Bon, je pense que nous tous ici présents autour de la table, on a de bonnes connaissances en utilisation des outils Talend. Néanmoins, ça fait toujours du bien de rafraîchir un peu les idées et peut-être quelquefois de mettre le doigt sur quelque chose qu'on le fait, qu'on fait la plupart du temps, mais sans pour autant, c'est- on va dire, s'étendre sur la partie théorique. Donc, aujourd'hui, c'est la partie théorique et peut-être un jour, on aura une partie pratique. Alors, le premier slide sur les bonnes pratiques, c'est sur la, la façon dont on présente un job. Donc, quelle est la meilleure façon de présenter un job? Bien vrai que aujourd'hui, les nouvelles versions de Talend, depuis la version 7.0, nous donnent la possibilité d'avoir des lignes courbées, donc des lignes qu'on peut aménager comme on le souhaite. Mais il est préférable d'avoir la plupart du temps, quand en tout cas cela est possible, d'avoir des lignes droites et un job talent se design toujours de haut en bas, de droite à gauche. Donc, comme c'est présenté ici sur ce premier slide, donc cette présentation de job talent, elle n'est pas mauvaise. Pourquoi? Tout simplement parce que on arrive à voir l'entièreté du job en un seul coup d'œil et il n'y a pas énormément de composants. Mais on pourrait faire mieux et le mieux est présenté à côté dans la zone best. Donc, on voit bien que le démarrage du job, un job commence toujours par tout ce qui est sur fond vert, hein. Donc, on voit qu'on commence par un pré-job. Ensuite, on passe en dessous, on a un T-file input delimited qui est dans un sous-job, puis un autre sous-job en dessous et on termine par un post-job. Donc, présenté comme ça, le job, il est clair, il est lisible et on sait où on commence, on sait où on termine et donc ça facilite la lisibilité. Deuxième bonne pratique, c'est sur les jobs qui sont trop volumineux. Très souvent, dans mes interventions, j'ai eu à découvrir des jobs qui sont designés un peu, c'est un peu comme un sac fourre-tout, où on met tout dans le job, toutes les procédures ou tous les process sont dans un seul job. Du coup, le job, il est très volumineux. Donc, qui dit un job très volumineux dit également source de problèmes, hein, parce que un job qui est trop gros, il est difficile de le débugger en cas de problème. Et si celui qui l'a développé, il part sans faire de la documentation, très vite on est perdu pour celui qui doit intervenir ensuite. Donc, il est conseillé, lorsqu'on est en présence d'un job
qui a plusieurs, enfin, qui doit avoir plusieurs étapes ou un job où on a plusieurs fonctions, il est préférable de le découper en plusieurs sous-jobs qu'on pourra ensuite séquencer avec des run jobs. Donc, c'est conseillé de faire comme ça pour la maintenabilité du job. Un job qui est trop volumineux, avec trop de composants, devient un job illisible et difficilement maintenable. Il faut penser aux autres collègues qui vont intervenir derrière, qui vont devoir comprendre le job pour les nouveaux venus la plupart du temps et qui vont devoir faire évoluer ce job-là. Donc, il est conseillé pour faciliter la vie à tout le monde, de le découper en plusieurs sous-jobs. Euh, Évidemment, il faut garder une certaine logique dans le découpage, de telle sorte que l'enchaînement de ces jobs puisse se faire de manière aisée et sans casser le résultat final qu'on doit obtenir. Donc, il faut rester cohérent techniquement, mais aussi fonctionnellement. Le, la troisième bonne pratique, c'est l'usage des joblets. En général, et je dirais même dans quasi 100% des projets, on a toujours une partie qui est réutilisable durant tout le long du projet. Donc, dans tous les jobs qu'on va développer dans un projet, on a toujours une partie qu'on va retrouver dans le job d'avant, ainsi de suite, et même dans le job d'après. Et généralement, on utilise les joblets pour tout ce qui est réutilisable dans l'ensemble du projet, comme par exemple les ouvertures de connexion. Ici, on a un pré-job avec une ouverture de connexion et une lecture dans une table. Ben, cette partie ouverture de connexion, elle est supposons on est dans un job on est dans un projet où dans chaque job, on a cette partie ouverture de connexion, elle peut être factorisée en un seul joblet qui pourra être réutilisé dans tout le job ou dans tout le projet. Pareil, à la fin, on a une gestion de log ici, dans cette deuxième capture. Donc, cette gestion de log, elle peut être également sortie du job courant pour être mise dans un joblet qu'on va pouvoir réutiliser et même adapter pour l'ensemble du projet. Donc, tout ça, c'est les mauvaises pratiques, hein, comme c'est marqué là, bad, bad. Là, on arrive sur une pratique qui est conseillée et donc qui est la best practice. Donc, c'est de sortir tout ce qui est commun à l'ensemble du projet dans un joblet, comme on le voit ici. On a deux joblets, un joblet pour la gestion des jobs, pour la gestion des logs, et un joblet pour la gestion des connexions. Donc, on a Job Start, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ça peut être juste un T1 qui dit le job, il démarre. Ça peut être cette partie ouverture de connexion qu'on va pouvoir glisser également dans un joblet de démarrage et à la fin avoir dans un autre joblet un T-job close par exemple ou un T-close connexion. Et donc ces composants-là sont des composants qu'on va revoir dans tous les jobs qu'on va développer. Donc il est préférable de les factoriser en un seul point et ça facilite également la maintenabilité de ces fonctions lorsqu'on a à changer la connexion à notre base de données ou on a à changer un élément qui soit commun à l'ensemble du projet, autant le faire en un seul endroit et cela se propagera à l'ensemble des jobs du projet. Donc, les joblets font également partie des bonnes pratiques à observer. Quatrième bonne pratique c'est sur l'utilisation des terrain jobs. Donc, les terrain jobs sont généralement utilisés pour séquencer des jobs et avoir une certaine hiérarchie dans l'exécution de nos jobs. Donc, on va partir d'un job pair vers un job fils. Donc, les jobs père et fils peuvent s'enchaîner par le biais de connexion main ou par le biais de connexion trigger. Donc, soit un on-component OK ou un sous-job OK ou un run if, tout dépend de la séquence qu'on veut créer. Donc, il est idéal pour éviter d'avoir des jobs trop volumineux, trop conséquents
en termes de composants, il est préférable de les découper en sous-jobs fonctionnels, donc avoir une fonction logique dans l'exécution de ces jobs qu'on va pouvoir séquencer ensuite dans un job master. Cinquième bonne pratique, c'est l'utilisation des pré-jobs et des post-jobs. Alors, les pré-jobs et les post-jobs sont recommandés, quel que soit le projet, en data intégration en tout cas. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va mettre dans un pré-job sera exécuté, quel que soit ce qui va se passer. Donc, au démarrage de notre job, le pré-job, il va toujours s'exécuter. C'est pour cette raison qu'on va mettre dans les pré-jobs tout ce qui est context loads, et tout ce qui est ouverture de connexion et aussi tout ce qui est préparation au démarrage du job. Donc tout cela, on va les mettre dans un pré-job. Ensuite, une fois qu'on a fini le pré-job, il faut aussi penser au post-job. Le post-job, c'est le composant qui va clôturer l'exécution d'un job. Et dans les post-jobs, généralement, c'est tout ce qui est fermeture de connexion ou message de fin, comme dans un T1, pour indiquer que le job il s'est terminé correctement ou avec un message d'alerte, etc. Donc, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans un post-job. Mais dans un post-job, euh, il faut savoir également que dans le post-job, tout ce qui est mis dans le post-job s'exécute quelle que soit l'issue du job. Donc, qu'il soit en échec ou en succès, on aura le post-job qui va s'exécuter quoi qu'il arrive. Et c'est pour cette raison qu'il est recommandé de mettre dans un post-job tout ce qui est fermeture de connexion. Et comme ça, on préserve l'intégrité de la base de données et aussi le nombre de process ou le nombre de connexions qu'on va établir avec la base. Parce que supposons que lorsqu'on exécute notre job, on va démarrer par une ouverture de connexion. Cette ouverture de connexion, si elle n'est pas fermée dans un post-job, on aura des connexions fantômes au niveau de la base. Et très vite, le DBA va nous tomber dessus en nous disant qu'on a mal développé notre job. Alors que nous, on pensait l'avoir bien fait, mais on se retrouve avec des connexions qui saturent le pool de connexions au niveau de la base. Donc, le post-job vient pour garantir que à la fin de l'exécution du job, on aura toujours la connexion à la base de données qui sera fermée et on pourra sauvegarder ainsi le pool de connexion et permettre à d'autres jobs de pouvoir réutiliser ce pool de connexion pour s'exécuter. Alors, donc là, on est dans la sixième bonne pratique qui concerne la gestion des messages d'erreur. Alors, dans la gestion des messages d'erreur, il y a deux composants généralement qu'on utilise. C'est le TDI et le T-warn. Et ces deux composants s'utilisent étroitement avec les composants de log, donc tout ce qui est composant catcher, donc T-log catcher, T-stats catcher et T-flow meter catcher. Donc, dans notre cas, ici, on parle spécifiquement de la gestion des erreurs. Donc, ces erreurs-là sont capturées par les TDI ou les T1 et sont envoyées ensuite au T-log catcher. Donc, le T-log catcher va ensuite les écrire, va les persister dans un fichier ou dans une table. Cependant, lorsqu'on a à gérer les erreurs dans un projet, on va définir des codes retour. Ces codes retour sont utilisés au niveau des TDI et des T1. En général, on va mettre des codes retour assez parlants, et ça, on va le voir dans les prochains slides. Donc, on mettre des codes retour assez parlants et choisir des priorités. Donc, ces priorités vont définir de quel type d'erreur il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des erreurs graves ou des alertes ou juste des informations? Donc, ne pas oublier dans un projet de rajouter des composants de gestion de log. Et ces composants de gestion de log sont entre autres le TDI, le T1, utilisés étroitement avec les composants catcher qui vont capturer le message envoyé par ces composants TDI ou T1.
Voilà, là on arrive sur la gestion des codes retour. Donc cette gestion de code retour, elle est libre, hein, elle est ouverte à toute forme d'utilisation ou à tout esprit créatif. Alors ici, dans cet exemple, on a un code retour 2000. Et ici, on a un exemple de, de, de lecture de la priorité ou du code retour qu'on génère. Donc, on peut avoir différentes tables de correspondance ou des tables de code priorité. Et en fonction du code qu'on reçoit, on peut voir l'équivalent dans la table. Est-ce qu'il s'agit d'une faute, d'une erreur grave, d'une erreur bloquante, etc. Donc, il faut toujours avoir une table ou un fichier dans lequel on a fait l'exercice d'avoir les différents codes retour possibles dans notre projet et ces codes retour sont envoyés, comme je l'ai dit, aux composants catcher. Donc, tout ce qui est erreur d'exécution, donc erreur technique, c'est le T-Log Catcher qui va les récupérer. Donc, erreur technique, que ça soit généré par un TDI ou par un T-Warn, c'est le T-Log Catcher qui va récupérer ce message et ensuite on va pouvoir faire de la notification. Donc, les messages capturés grâce au code retour via l'utilisation du TDI ou du T1 sont envoyés ensuite à tout type de support, mail, fichier ou table dans une base de données. Et généralement, il est aussi conseillé de faire de la notification mail ou en tout cas une notification aux utilisateurs qui pourront avoir une action. Il peut s'agir d'une erreur qui demande une intervention assez rapide d'une personne. Donc, le fait de rajouter de la notification suite à la capture d'une erreur bloquante peut être un atout intéressant dans un projet et faire en sorte que le projet il soit en bonne santé. Donc, en bonne santé signifie que derrière, on a mis tous les garde-fous nécessaires grâce à la gestion de log pour pouvoir intervenir en cas de problème. Alors, l'utilisation des workspaces, en général, on a l'habitude de stocker nos workspaces en local sur notre poste de travail. C'est pas une mauvaise façon, c'est correct, hein, comme je l'ai mis ici. Donc, c'est correct d'utiliser un workspace local, mais c'est encore mieux d'utiliser un workspace qui est sauvegardé dans un environnement cloud. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que en cas de crash de notre poste, on a le workspace qui est sauvegardé à distance et on pourra le récupérer plus facilement, à moins que vraiment il y ait quelqu'un qui passe derrière et qui nous supprime le workspace distant, ce qui est peu probable. Mais le fait de le sauvegarder à distance dans un environnement cloud, ça peut être du S3, ça peut être du Git, ça peut être autre chose, est un véritable atout pour déjà la stabilité du projet, parce que notre workspace va contenir l'ensemble du projet, et si on perd le workspace, on perd le projet, comme vous le savez. Donc, le fait de le sauvegarder sur un environnement distant va nous permettre d'avoir de l'intégrité dans notre code source, donc sur ce quoi on travaille, et de pouvoir le récupérer en cas de crash. La gestion de la JVM, trop souvent, et je pense que c'est quelquefois une question d'habitude, on travaille sur de la volumétrie, mais sans forcément penser à la JVM, donc à la machine ou aux ressources de la machine qui va traiter notre job ou notre projet. Alors, dans ce genre de situation, il est conseillé de, euh, enfin, d'utiliser les paramètres spécifiques de la JVM. Alors, pas tout le temps.
je précise, hein. Pas tout le temps, parce que des fois, on n'a pas forcément besoin de customiser les paramètres de la JVM. Les paramètres standards sont suffisants. Mais quelquefois, lorsqu'on est en présence d'une volumétrie importante de la donnée, on va privilégier la customisation de la JVM afin de permettre au job de s'exécuter sans tomber dans le message qu'on a l'habitude de voir, Java Heap Space. Donc, le Java Heap Space nous a tous fait peur un jour dans nos utilisations de Talend. Et comme on manipule du code Java qui s'exécute dans une JVM. Et si on ne sait pas comment agir ou d'où ça peut venir, ben, on est très vite perdu. Et généralement, c'est tout simplement parce qu'on manipule des données d'une forte volumétrie et on n'a pas pris le soin d'adapter les variables ou les paramètres de la JVM en fonction du volume de données qu'on va traiter. Et le fait de s'assurer d'avoir mis en place cette stratégie de gestion de la JVM va permettre à notre job déjà de s'exécuter de manière plus sereine et de ne pas arriver à un niveau de saturation de la mémoire. Parce que plus la mémoire elle est saturée, moins le job il va vite et on perd en performance. Et le job il va finir par tomber en erreur. Pas forcément une erreur de conception, mais c'est une erreur liée à l'utilisation de la mémoire de la machine qui exécute le traitement. Donc, on va s'assurer d'adapter la mémoire en fonction du volume de données. Et j'insiste là-dessus, le volume de données va déterminer l'utilisation des paramètres spécifiques de la JVM. Donc, plus on a de volumétrie, plus on va rajouter de la mémoire minimale et de la mémoire maximale. Donc, on va les augmenter de telle sorte que notre job, quelle que soit la situation, arrive à s'exécuter correctement. Ceci dit, il peut y avoir d'autres process qui vont s'exécuter sur la machine et qui vont faire que notre job va tomber en erreur. Donc, il faut prendre en compte également les autres processus qui s'exécutent sur votre serveur. Donc, s'il y a d'autres jobs, il y a d'autres projets qui utilisent la même machine que vous, il faut vous renseigner auprès des personnes qui sont responsables de ces projets et voir ce qu'ils font pour ne pas également vous accaparer toute la mémoire. Et après, ça sera chacun qui va tirer la couverture de son côté en disant oui, c'est mon job qui est la priorité. Non, il faut que ça se fasse dans commun accord autour de la table en disant bon, mon job, il s'exécute, il utilise 5 millions de données, mais 5 millions de données avec les paramètres de base d'un job standard ne peuvent pas s'exécuter. Donc, j'ai besoin de rajouter de la mémoire. Est-ce que c'est possible? Et ainsi de suite, vous allez arriver à un accord commun et vous pourrez ainsi utiliser plus sereinement la mémoire. Alors, au niveau des routines, ça c'est le point qui quelquefois fâche. Parce que la plupart du temps, moi, de ce que j'ai pu rencontrer au cours de mon expérience sur Talend, il y a beaucoup de développeurs Java qui viennent dans le monde Talend en gardant les habitudes de développeurs Java. Alors, c'est bien, c'est même intéressant pour ces personnes-là qui maîtrisent le développement Java, donc qui savent écrire du code, ça, c'est un atout. Mais dans un monde talent, c'est pas forcément très utile parce que on a tendance à réinventer la roue. Et dans cette bonne pratique, il est recommandé avec insistance de ne pas réinventer la roue. La roue, elle existe déjà. Donc, avant de se lancer dans un développement ou de créer une routine, il faut d'abord faire un tour de table ou faire un tour d'horizon dans le studio et s'assurer que la fonction qu'on veut développer n'existe pas déjà. Parce qu'on va développer une fonction qui existe déjà, en gros, on fait un travail pour rien. Même si à la fin, on va finir par utiliser ce qu'on a développé, mais cela existe déjà. Et
avec les bonnes pratiques même de développement, parce que la R&D Talent met tout en œuvre pour que chaque composant qui est développé soit développé de manière optimisée, donc avec une bonne utilisation de la mémoire, sans erreur, sans bug, etc. Et donc, le fait de pouvoir développer des routines ou du code Java supplémentaire doit nous permettre d'étendre une fonctionnalité existante, mais qui ne contient pas tout ce qu'on veut. Je prends par exemple, dans certains projets, on se dit, bon, la gestion des dates, elle ne convient pas. OK, mais il y a déjà une routine qui s'appelle Talent Date. OK, bon, la routine Talent Date, elle existe, mais il manque une gestion ou une extension de la gestion de la date que je voudrais appliquer spécifiquement à mon projet. Du coup, je vais développer une routine juste pour appliquer l'extension à la routine Talent Date. Je ne vais pas redévelopper toute la routine Talent Date avec les mêmes fonctionnalités. Ça ne sert strictement à rien et ce n'est pas recommandé du tout. Donc, il faut faire un tour d'horizon au- dans le studio, se renseigner sur ce qui existe et développer juste l'extension qui nous manque ou des, ou implémenter en tout cas des règles métiers qui pourraient manquer dans le studio. Donc, euh, ça, c'est une extension de la routine Talent Date dans un job sans pour autant redévelopper ce qui existe déjà. On arrive sur l'utilisation des schémas. Donc, généralement, bon, pas généralement, quelquefois, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'on ait des schémas qui sont communs ou qui peuvent être génériques dans l'ensemble du projet, ou en tout cas pour certains jobs. Il est conseillé de mettre en place ou de créer des schémas génériques qui ne sont ni liés à une source dans une table ou dans un fichier, mais qui peuvent être réutilisés avec un minimum d'adaptation. Donc, les génériques schémas sont généralement utilisés pour cela. Donc, c'est de la réutilisation d'un schéma existant avec le moins d'efforts après pour l'utilisation dans un job courant. L'utilisation du Log4j. Alors, quand c'est possible, parce que je sais que dans certaines organisations, l'activation du Log4j ou en tout cas l'utilisation du Log4j est très réglementée pour éviter des fuites mémoire ou pour éviter certaines obsolescences, parce que généralement, dans les organisations bancaires, c'est très sensible l'utilisation du Log4j, surtout qu'on a eu récemment des alertes de vulnérabilité sur la librairie Log4j. Et donc, euh, il faut le faire euh, en ayant l'information qu'on peut le faire ou qu'on peut l'activer. Mais dans tous les cas, le Log4j est un élément important lorsqu'on veut gérer les logs d'un projet. Et cela est recommandé pour une gestion optimale et un suivi assez précis de ce qui se passe dans notre projet et dans notre job en particulier. Et donc, l'activation du Log4j va nous permettre de pouvoir envoyer les logs dans d'autres outils de monitoring tels que Elasticsearch, donc ELK, ou d'autres outils du marché qui peuvent nous faire du monitoring de log. Donc, et ici, on va adapter le template qui est fourni par Talend, le template standard, en ajoutant les appenders nécessaires pour pouvoir transférer nos logs à ces différents outils de monitoring. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, on a rajouté
euh, de un appender, ou en tout cas cet appender, il est activé et il permet d'envoyer des logs dans la console qui peuvent, on peut également changer cette sortie console en une sortie fichier pour permettre à, si on a un outil Elasticsearch ou on a une installation Elasticsearch ou du Fitebit par exemple, on va pouvoir permettre à Fitebit de pouvoir lire le contenu de la donnée de log qu'on a généré et pouvoir le monitorer dans Kibana. Alors, autre façon de gérer les logs, c'est avec les composants Stat Catcher, Log Catcher et Flow Meter Catcher. De manière native, Talend a propres, sa propre façon de gérer ses logs au travers des composants catcher. Et ces composants catcher envoient des logs, peuvent envoyer des logs dans n'importe quel support, fichier, console ou même table dans une base de données. Et cela est recommandé dans tous les projets, que ce soit des projets cloud, des projets USB ou encore des projets data intégration. Il est recommandé d'activer au niveau du projet. Donc, vous avez dans les paramètres avancés du studio, vous pouvez gérer les logs de votre projet entièrement dans ces paramètres-là. Et c'est ce qui est conseiller et cela vous permettra également de faciliter la gestion de log ou le monitoring de votre projet. Lorsque c'est dans un fichier, cela est plus facilement accessible ou encore dans une table. Et c'est ce qu'on va voir ici lorsqu'on on active la gestion de log grâce au log catcher, flow meter catcher et stat catcher et qu'on active le, la sauvegarde en base, on peut avoir dans l'AMC, donc dans la console de monitoring intégrée au studio, on peut avoir ce monitoring des logs de cette façon-là. Donc, et c'est complètement standard, c'est complètement intégré au studio. Et pour les développeurs, cela peut être un plus de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et également d'avoir une idée sur le temps d'exécution d'un composant, d'un d'un job ou d'un ensemble de jobs. Donc, on pourra faire également des statistiques d'exécution sur le job ou sur un job en particulier. Alors, donc, donc ça, c'est... pardon, je suis passé là-dessus. La bonne pratique sur les test cases. Alors, cela peut être intéressant lorsqu'on a un pipeline CI qu'on souhaite mettre en place. On veut faire du CI/CD avec la gestion des tests ou la vérification des développements qu'on a faits. Et donc, pour cela, on va s'orienter sur l'utilisation de cette fonctionnalité-là, les test cases. Donc, le test case va nous permettre de sélectionner un bout de notre job qu'on veut tester de manière automatique et rajouter la partie test case. Donc, cette partie test case, lorsqu'elle est embarquée dans un pipeline CI, va s'exécuter et va pouvoir nous donner l'information, nous retourner l'information sur est-ce que le test avant le déploiement en production, le test de notre job, il, il passe en OK ou il passe en failed. Donc, l'utilisation des test cases permet de garantir un meilleur suivi de tout ce qu'on va publier ou déployer en production. C'est généralement lorsqu'on est dans les cas de, pardon, excusez-moi,
lorsqu'on est dans les cas de mise en place de pipeline CI/CD ou lorsqu'on doit faire de l'analyse de code pour être sûr que tout ce qui a été développé est conforme aux attentes. Hop. Alors, l'utilisation des variables de contexte. Les variables de contexte euh, permettent d'avoir des variables qui sont réutilisées dans l'ensemble du projet. Et généralement, enfin, pourquoi j'aime ce mot? La plupart du temps, on va avoir des variables de contexte ou quelquefois, hein, on va avoir des variables de contexte qui sont gérées au niveau du job lui-même. Donc, ce sont des variables dites built-in. Donc, les variables built-in, ça peut être intéressant lorsqu'on a la variable qui est propre à un job, mais pas à l'ensemble du projet. Donc, pour ce genre de cas, une variable built-in, oui, c'est toléré, c'est accepté. Comme par exemple, cette variable qui est là, filename, c'est une variable built-in, donc qui est créée à l'intérieur du job. Par contre, lorsqu'on est en présence d'un projet avec des variables communes, on va privilégier les variables dans le repository. Donc, tout ce qui est variable de contexte, ouverture de connexion, euh, connexion à des fichiers, à des serveurs FTP ou SFTP ou connexion à d'autres systèmes externes, on va, euh, on va les créer au niveau du repository. Cela facilite la maintenance de ces variables-là. Donc, si par exemple, le nom d'utilisateur de ma base de données a changé, je pourrais plus facilement changer ce nom-là lorsque la variable est dans le repository plutôt que d'ouvrir job par job pour changer ce nom. Et le fait que la variable soit créée dans le repository va me permettre de faire la mise à jour en un seul endroit, une seule fois, et cette mise à jour sera propagée à l'ensemble des jobs du projet. Donc, privilégier les variables de contexte dans le repository, sauf dans les cas très spécifiques où la variable, elle ne doit être connue que du job courant. Dans ce cas-là, on va créer une variable interne au job, donc une variable built-in. Alors, lorsqu'on veut mettre des valeurs en variable globale, on a la possibilité d'avoir euh, des composants self-coding comme du TJavaRo, du TJava, du TJavaFlex et utiliser les fonctions de hash euh, pour mettre des variables, pour créer des variables globales ou utiliser des fonctions global map.put ou global map.set, etc. Il y a le T7 Global VAR. Le T7 Global VAR, il est facile d'utilisation, c'est graphique et il gère mieux les variables en mémoire. Donc, utiliser le T7 Global VAR est recommandé pour la gestion des variables qu'on veut garder en mémoire. Cela permet une facilité de lecture, une facilité d'écriture en mémoire et également une bonne maintenance de la variable que vous stockez en mémoire. Lorsqu'on veut utiliser des variables au cours du développement, par exemple ici on a le TDI. Le TDI, on veut envoyer un message lorsque la connexion échoue, la connexion à notre base de données échoue. Alors pour cela, on va privilégier les variables qui sont associés au composant TDI. Donc, le TDI, quand il va récupérer le message d'échec de connexion, il va associer un message propre à propre à cette erreur. Et le message
non, bien vrai qu'il soit technique, mais il nous permet d'identifier plus facilement le composant qui est en erreur. Et le message associé est également plus parlant à l'utilisateur qui va lire le message d'erreur. Et ça vous évite de trop réfléchir sur quel message d'erreur je veux faire passer ou quel message d'erreur je veux écrire dans ma log. Après, on peut tout aussi bien utiliser des messages customisés. Mais pour plus de facilité, on va utiliser les variables qui sont associées à chaque composant pour, euh, pour faire de la lecture ou pour envoyer des messages à d'autres composants, etc. Donc les utilisations sont assez larges. Les composants T-context load et T-context dump. Alors, ces composants sont généralement utilisés lorsqu'on veut gérer des variables de contexte, surtout le composant T-context load. Il est utilisé lorsqu'on veut gérer des variables de contexte qui sont sauvegardées dans un fichier. Alors, ça, c'est la mauvaise méthode. Écrire les variables de contexte directement dans un T-Java, c'est pas maintenable. Et on ne peut pas le déployer sur n'importe quel environnement lorsqu'on doit faire de la CI, par exemple. C'est le même job qui sera déployé. Donc, supposons que là, cette méthode-là soit utilisée dans un projet. Donc, on va déployer les mêmes variables, quel que soit l'environnement, ce qui pourrait fausser derrière l'exécution du job. Donc, le fait que les variables de contexte soit géré au niveau d'un fichier de paramètres est la méthode la plus indiquée. De cette façon-là, le même fichier, il est déposé sur chaque serveur ou dans chaque environnement avec les variables propres à cet environnement. Donc, le T-context load va nous permettre de charger les variables propres à l'environnement où le job s'exécute. Si on veut changer des valeurs liées à une variable de contexte, le T-context jump sera tout indiqué, car le T-context dump va lire les variables de contexte existantes et on va pouvoir les modifier au fil de son exécution, ou en tout cas, on va pouvoir les modifier pour les retransmettre à un T-context load. Donc, le T-context dump lit des variables de contexte existantes et par la suite, on peut dynamiquement changer une variable de contexte et la remettre dans l'exécution du job. Voilà, donc on a fini la première partie des best practices qui concerne le développement des jobs. Maintenant, nous allons passer aux best practices sur tout ce qui est performance, donc tuning des performances. Alors, Franck, excuse-moi, oui, on peut passer à une partie question sur cette première partie, ça te va? oui, oui, bien sûr, allez-y, oui. Moi, j'en ai mis plusieurs dans le chat. Déjà, bah, si tu peux, dans le chat, j'avais mis. Alors, si je fais chronologiquement. Alors, je prends la Bon, dernière plutôt, alors. Plutôt que la dernière qui. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était d'avoir l'explication technique sur pourquoi, quand une variable elle est chargée via un fichier et un t-context load, la variable n'a pas besoin d'être déclarée dans le job via l'onglet contexte. euh, oui, en effet, lorsque la variable elle est déclarée dans un fichier, grâce au T-context load, tu charges ta variable à partir du fichier et Ouais. donc dans le job courant, la valeur de la variable, elle est fixée à vide. Et c'est pour une bonne raison. Cette valeur fixée à vide dans le job courant, ou en tout cas dans la variable qui est créée, sera alimentée par la lecture du fichier de paramètres grâce au T-context load. Donc, si tu fixes une variable dans ton contexte, que ce soit du contexte venant du repository ou du contexte built-in,
cette variable de contexte, elle sera inchangée à la lecture du t-context load, donc à la lecture de ton fichier de paramètres. Et cela peut créer des incohérences à l'exécution de ton job. Donc, Mhm. le job, il va garder la valeur que tu vas lui donner si tu lui fixes une valeur dans ton studio. Alors que lorsqu'elle est à vide, cette valeur, elle sera alimentée par la variable qui sera lue à partir du fichier de paramètres que tu auras mis en entrée du t-context load. C'est pour cette raison qu'on, la plupart du temps, lorsqu'on utilise un t-context load, on va remarquer que la vue contexte contient que les noms des variables, mais pas de valeur. Ah Sauf non, si on a besoin de fixer une valeur spécifiquement pour la variable. non, moi, ce que je dis, c'est que la variable n'est même pas déclarée dans l'onglet contexte. Elle est pas présente. Alors, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Toute Ouais, variable de ça, on est d'accord. contexte, Ça, on est voilà, d'accord. toute variable de contexte doit être déclarée dans le repository. Je préfère rester sur le repository pour ne pas parler du built-in, parce qu'une fois qu'on est dans la partie built-in, on n'est plus dans les bonnes pratiques. Donc, la variable de contexte, toute variable de contexte doit être déclarée dans le studio. Si une variable de contexte qui est lue à partir d'un fichier n'existe pas dans le repository ou n'existe pas en tant que variable connue dans le repository, cette variable de contexte, ben, elle n'est pas connue, donc elle sera inexistante à l'exécution du job. Donc, il faudrait être aligné. ex- Exactement. Désolé d'intervenir, c'est la même. Hein. Si jamais vous déclarez pas votre variable dans le contexte, de toute façon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Juste une deuxième oui. remarque, tout à l'heure, vous avez dit que si jamais on déclare une variable de contexte et qu'on la code en dur dans le contexte ou repository, elle prime par rapport à ces contextes-là, ou tout ça, c'est totalement faux, je suis désolé. C'est le contexte local est chargé, puis le t-context load est exécuté derrière. Ça veut dire que c'est le t-context load qui prime sur le repository. Non, c'est qu'on Juste a une eu des remarque. expériences, on a dû avoir des expériences différentes parce que moi j'ai eu le cas même la semaine dernière où l'utilisateur il a déclaré sa variable de contexte directement dans son job et à la lecture, à l'exécution de son job, bah, il se rendrait compte que la variable de contexte est restée inchangée, ce qui a généré derrière des erreurs d'exécution, parce qu'on n'était plus sur les mêmes valeurs au niveau de sa table, enfin, au niveau de sa base de données. Donc, il utilisait les variables de contexte de l'environnement de dev en intégration. Donc, la variable, elle est restée inchangée, elle n'a pas été écrasée. Et, Juste, vous l'avez dit tout et à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quand on code en Talend, le job, vous allez le concevoir, ça part de haut vers le bas et en allant de gauche vers la droite, d'accord? Le contexte au lancement du job, le contexte du job est chargé avant même le pré-job, d'accord? Il est chargé automatiquement. Et vu que votre context load, il vient après le lancement du job, c'est que c'est le contexte load, contexte load qui va primer à la fin. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est que vous avez une erreur dans le job, lors du chargement du contexte. Et je peux vous assurer que c'est lui qui prime. Hein. Et je ne parle pas que de ce composant, c'est une question de cinématique d'exécution du job. C'est le T-context load qui primera sur le contexte du job. Je suis d'accord Deuxième avec remarque. Ahmed là, clairement. Il y a une surcharge des variables de contexte avec le t-context load qui sont faits. Mais on n'est pas à l'abri d'un bug talent, encore une fois. Hein. J'ai vu des bugs talent où je ne comprenais pas du tout. Donc, potentiellement, il y a des exceptions quand on a un comportement bizarre de talent. Il faut juste comprendre d'où vient le problème. Mais la règle, c'est le T-context loop prime sur le contexte du code. Mm. Juste pour info. Oui. c'est ce Et qui pour devrait revenir être à... même. Vas-y, Oui, Franck, vas-y. excuse-moi.
Vas-y, Non, je disais pour Mathieu. revenir à ce que Xavier disait, en fait, j'ai déjà vu aussi l'utilisation du context load où il y a les warnings qui dit que certaines variables ont été chargées alors qu'ils ne sont pas déclarées dans l'onglet contexte. Mais c'est juste du warning et les variables, en fait, ils sont impossibles à être utilisés parce qu'à la compilation, ils sont pas connus s'ils sont pas déclarés. Ah ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont pas connus s'ils sont pas déclarés correctement dans le studio. Ouais, mais quelque part, il y a quand même un bug talent dans cette utilisation du context load parce que malgré qu'on puisse pas les utiliser, à partir du moment où il y a une clé valeur déclarée dans le fichier contexte, il est quand même chargé dans le contexte, mais enfin, comme à la compilation, on n'a pas pu les déclarer, on peut pas les utiliser. Il y a des variables implicites créées qui sont impossibles à utiliser en fin de compte. On n'a pas de message d'erreur qui dit que la variable, elle n'existe pas dans le groupe de contexte et il faudrait absolument forcer l'utilisateur ou le développeur à rajouter ces variables. Enfin, je pense que ça reste un choix de la R&D, je suppose. Hein, je ne fais pas non plus leur avocat, Mm. mais je pense que ça reste un choix délibéré de la R&D de ne pas fermer entièrement l'usage des variables non déclarées dans un job, auquel cas ça pourrait avoir des conséquences sur le job en lui-même. Et pour quelqu'un qui n'est pas qui arrive nouvellement ou qui souhaite faire un petit changement, ben, ça peut être très bloquant. Bon, je suppose que c'était le but de la manœuvre, de ne pas fermer entièrement l'utilisation des nouvelles variables non déclarées dans le studio. Ok, merci. J'ai une question, enfin, et la dernière pour moi, après s'il y en a d'autres. Enfin, c'est pour les autres personnes. Franck, ouais, je veux bien avoir ton avis sur. Alors, je sais que c'est un vaste sujet, je sais, mais ça m'intéresse quand même. Tu parlais tout à l'heure de la mémoire, donc de pouvoir augmenter ou pas la mémoire. Et dans quel cas toi Ouais. tu privilégies, enfin, de manière générale, encore une fois, tu privilégies l'utilisation de la mémoire de la machine ou au contraire celui de la BDD et plutôt passer sur de la requête SQL pour faire les différents calculs? Alors, justement, ça, c'est dans la partie performance. Ah, ok. Euh, la mémoire, si on parle de mémoire, on va plutôt parler de la JVM. Ouais. Parce que tu as dit un terme, tu as parlé de requête SQL. Là, c'est plus au niveau des performances de traitement, de calcul, si tu veux, euh, au niveau de la base de données. Donc, les requêtes SQL, lorsqu'on a un calcul trop conséquent à faire dans un job, autant privilégier des composants qui vont nous permettre d'exécuter cette requête au niveau de la base de données. Donc, il existe des composants, je sais pas, des composants ELT, par exemple, qui sont des composants qui nous permettent de faire les traitements directement au niveau de la cible. Donc, ELT signifie extraction, chargement et traitement. Donc, le traitement, il est fait en bout de ligne. Et ces composants ELT, lorsqu'il s'agit des composants de base de données, mais de type ELT, sont des composants qui vont nous permettre de faire les traitements directement dans la cible au niveau de la base de données. Il existe d'autres composants comme les composants RAW, donc en fonction du type de base de données, je prends un exemple, T JDBC RAW pour, si on veut utiliser les MySQL, ça sera du T MySQL RAW, ou T Oracle RAW, ou T Postgre RAW, sont des composants qui nous permettent d'écrire du code SQL, et ce code SQL n'est pas exécuté dans la JVM, ce code SQL est transféré au niveau de la base de données et c'est la base de données qui va se charger de faire le traitement au niveau, disons, dans son propre moteur. Et cela accroît les performances de traitement et aussi soulage la JVM. Donc, on Mhm. n'a pas de gros traitement au niveau de la JVM, mais cette charge de travail
est délibérément laissé à la base de données pour avoir plus de rentabilité d'un point de vue performance et d'un point de vue utilisation de la JVM. Mais c'est ce qu'on va voir Ok, ok. dans cette deuxième partie. Autre question? Alors, je vois Jamal qui dit, personnellement, je préfère utiliser les logs stats et warn euh, par défaut dans une AMC. C'est très juste et c'est ce qu'on va privilégier nous aussi. Et même, c'est ce qu'il faut euh, conseiller à nos clients. Parce que nos clients, la plupart du temps, ils vont nous dire, on veut gérer la mémoire, mais on ne sait pas comment, où on veut gérer la mémoire mais on préfère utiliser nos propres outils. Oui, bien sûr, les clients peuvent utiliser leurs propres outils, mais il faudrait que ces outils-là interagissent avec les outils Talend pour que ça soit beaucoup plus facile à exploiter. Vous prenez un client qui veut aller directement au niveau du job server ou au niveau du runtime, lire les fichiers de log du runtime pour ensuite faire son monitoring. Pourquoi pas? Mais c'est fastidieux. C'est fastidieux parce qu'il faut comprendre le fichier qui est lu, il faut ensuite euh, il faut ressortir les informations essentielles à la log ou les informations essentielles qu'on veut monitorer. Et tout ça, c'est pas très simple à faire généralement ou dans certains cas. Le fait d'utiliser les composants catcher facilite déjà l'écriture des logs, qu'on soit dans des fichiers ou dans des tables. Donc, ça facilite déjà l'écriture de ces logs. Et ensuite, pour la lecture, on a déjà des données qui sont délimitées avec des noms de colonnes, avec des types de valeurs qu'on peut facilement lire et les envoyer sur n'importe quel support de monitoring. Donc, effectivement, l'AMC est conseillé d'un point de vue utilisation ou monitoring de log, mais ce n'est pas partout que l'AMC est utilisé. Mais le plus essentiel ici, le plus important, c'est d'avoir ces logs-là qui sont écrites dans une table, dans les tables de log euh, qui respectent le schéma des stat catcher, log catcher et flow meter catcher. Et pour la lecture, on est encore c'est encore plus facile de pouvoir les lire et de pouvoir faire tous ces calculs de statistiques, de monitoring, en fait, tout ce qu'on peut faire avec. Alors, quel autre Umut qui dit jusqu'où aller dans le XMX? Alors, très bonne question. Le XMX dépend, enfin, la valeur maximale du XMX dépend de plusieurs facteurs. Déjà, premier facteur, c'est combien de mémoire j'ai sur ma machine. Prenons une machine qui a 16 gigas de RAM. Je ne peux pas aller au-delà de 16 gigas de RAM. On est d'accord. Et des fois, le Java nous contraint à utiliser, je crois que la valeur, il y a quelque temps, la valeur maximale qu'on pouvait utiliser dans un XMI, c'était 4 gigas. Après, on peut customiser, bien entendu, le code pour augmenter ou la machine, en tout cas, pour augmenter cette valeur-là. Mais la valeur Euh, du XMI, En fait, je posais la question parce que j'ai justement vu des projets, enfin, je leur ai dit que c'était une grosse connerie d'ailleurs, mais où c'était pas 4 gigas, mais ils y allaient bien au-delà dans des versions entre guillemets où ils faisaient du big data avec du DI, donc c'était encore un autre problème. Mais des configurations à du 16-32 gigas et enfin pour moi c'est la question c'était plus dans le sens à quel moment on est censé s'arrêter dans cette configuration du XMX et conseiller nos clients pour dire il faut revoir le design du flux. en effet, il faut revoir. Oui. Je suis désolé d'avoir coupé. Hein. Sur le XMX et le XMS, d'accord? Faut parler des deux. Hein. D'accord? Le XMX, vous pouvez le mettre sur les 40 000 gigas si vous voulez.
C'est la limite que vous lui fixez, ça veut dire qu'il va pomper autant de ressources jusqu'à arriver à cette limite-là. C'est le XMS qui est important, ça veut dire qu'est-ce que vous lui donnez comme minimum pour travailler, d'accord? Parce que si vous n'activez pas le XMX et le XMS, d'accord, de toute façon, le job, il va se limiter toutes les ressources de la machine, hein. D'accord? Ça veut dire que vous mettez 16 gigas avec la machine à 16 gigas ou pas, bah, il va essayer de les récupérer si vous ne les activez pas. Donc, c'est le XMS qui est important, non pas le XMX. Le XMX, c'est juste pour lui dire, tu lui fixes des limites. Parce que si tu lui fixes pas de limites, il va pomper jusqu'à ce qu'il ne reste plus de rare. Oui, oui, Ahmed, Pour les enfin, autres, juste là-dessus, terminer. on est d'accord, mais enfin, par défaut, Talend, il va fixer le XMS et le XMX. Donc, il n'y a pas de question à se poser en fait sur le fait d'activer ou pas activer. À partir du moment où on travaille dans un environnement DI, Talend, il le met automatiquement à certains XMS et un XMX. Sachant que le XMS, effectivement, c'est pour la ressource minimale utilisée et le XMX, c'est pour la ressource maximale autorisée. Là, la question, c'est jusqu'où on peut se dire que dans un contexte d'IA, on peut aller augmenter le XMX. Est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 16? J'avais plutôt Alors, tendance à conseiller à mes clients de ne pas dépasser les 4 gigas sur le XMX, sur un flux donné. Maintenant, est-ce que je suis dans le vrai ou dans le faux? C'est plus là-dessus où j'ai des doutes. je vais juste répondre exactement à cette question. D'accord. Alors, le XMX, c'est que vous fixez une limite à Talend pour qu'il ne finisse pas des ressources du serveur dans lequel vous vous trouvez, parce que des fois, on installe Talend avec d'autres applications, d'accord? Donc, si jamais il y a d'autres applications qui tournent sur le serveur et que ces applications ont besoin d'un certain espace de mémoire pour travailler, bah, c'est ça qui va vous obliger à limiter le XMX par rapport au job Talend. Je vous donne un exemple. Désolé, hein, j'ai dû sortir récupérer un colis. Donc, imaginons qu'on a Talend et une application X sur le serveur, sur notre serveur, et que la RAM maximale est de 16 gigas, d'accord, et que l'application qui pas Talend a besoin de 8 gigas pour travailler. Vous savez, vous avez une moyenne à peu près de combien elle a besoin. Donc, vous êtes obligé de limiter le XMX à 8 gigas à Talend. Et encore, je vous parle juste un comparatif entre deux applications, Talend et l'autre. Après, il faut comparer entre les job talents qui tournent en parallèle des autres. Ça veut dire que vous n'allez pas donner 8 gigas à un job et vous n'allez pas laisser de la mémoire aux autres jobs. Donc, il faut juste trouver un juste équilibre. Il n'y a pas de règle écrite qui vous dit que mettez tout le temps 4 gigas max. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, il faut juste trouver un juste équilibre par rapport à ce qui se trouve actuellement sur votre serveur, ce qui potentiellement tourne en parallèle, et vous allez trouver un XMX à fixer. Et surtout le temps de traitement aussi. Ça veut dire que si votre job, vous lui donnez 4 gigas et qu'il va terminer en 2 minutes, et si vous lui donnez 2, il va prendre 2 heures, bah, vous allez ajuster la RAM que vous allez lui donner. Parce que potentiellement, il va utiliser 2 gigas pendant 2 heures ou 4 gigas en 20 minutes. Il n'y a pas de règle définie, c'est juste trouver un juste équilibre. Dites-vous juste que l'XMX, c'est une limite à ne pas dépasser pour que l'écosystème du serveur reste viable. J'espère avoir répondu. J'avais une question, Ahmed. Il m'avait semblé que Java fixait une limite qu'on ne pouvait pas dépasser au niveau du XMX. C'est-à-dire, quelle que soit la valeur qu'on va donner au XMX, on ne pourra pas dépasser cette valeur-là. C'est-à-dire que le C'est Java, sur il va les Java rester 32 bits, bloqué. ça. D'accord. Donc, sur les 64 bits, la valeur, elle, Il on y a peut plus de lui donner la limitation. valeur il n'y a plus de Ouais. limite. D'accord. Mais sur les 32 bits, effectivement, c'est 4 gigas. Ben, merci. Mais encore une fois, hein, il y a vraiment des vrais sujets sur les ressources à donner sur les jobs. Ne vous fixez pas de limites. Sachez juste comment évaluer la chose. Je ne vous le cache pas, il y a certains clients, je sais que le job, il est volumineux, qu'il consomme de la RAM et que sur une machine de 16 gigas, bah, je lui affecte un XMX de 8 gigas. Parce que je sais qu'il va me prendre 2 minutes à traiter du volume et après, il va me laisser tranquille, d'accord? Que de lui donner 4 gigas et puis ça va tourner et je peux plus lancer d'autres flux en parallèle.
Donc, trouvez juste un juste équilibre. Ne fixez pas de règles définitives. C'est comme ça la règle et ça s'applique sur tous les projets. Non, non, c'est Ça n'existe pas. pas. Non, non, enfin, quand je disais 4 gigas, c'est pas une règle. Mais, enfin, grosso modo, moi, enfin, à chaque fois avec les clients, on laisse les valeurs par défaut qui est généralement un giga qui est défini. Après, s'il faut aller au-dessus, on regarde le job, la data consommée pour voir si on autorise à aller jusqu'à 2 4 gigas. Par contre, au-delà de 4 gigas, enfin, franchement, faut commencer à regarder le design du flux Hein. si c'est pas juste une histoire de volumétrie, parce que généralement, on va commencer à utiliser aussi des composants consommatrices en ressources. Et de mon point de vue, faut vraiment réfléchir à revoir le design aussi. Et donc, au-delà de 4 gigas, c'est non autorisé sans aval des équipes d'experts. Ouais. Il y a Et je aussi, rajoute, il y C'était a plus dans aussi un ce autre sens-là, point. en fait, ma remarque. Il y a ouais, aussi un autre point à prendre en compte, c'est la façon, comme Humut vient de le dire, c'est la façon dont le job il est développé. On peut avoir un job qui soit mal développé et qui soit consommateur de mémoire. Et donc, le design également, ou si on veut la conception du job, joue également sur l'utilisation de la mémoire. Donc, on peut mettre dans un job des malfaçons, ce qui va faire que à chaque fois qu'on utilise le job ou qu'on l'exécute, le job, il va consommer la mémoire. On aura beau lui donner autant de mémoire qu'on veut, mais le job, il s'étend quand même à toute la mémoire qu'on lui a donnée. Et au final, on se retrouve avec un job qui est mal développé parce que voilà, les bonnes pratiques ne sont pas respectées et quelle que soit la mémoire qu'on lui donne, bah, le job, il consomme quand même la totalité de la mémoire qu'on lui a donnée. En pensant euh, que le fait de lui donner plus de mémoire va faire que le job va bien s'exécuter, mais en fait, on se rend compte que plus on lui donne de mémoire, plus il utilise la mémoire et ainsi de suite. Donc, je rejoins Umut sur cet aspect-là, l'aspect design du job. Donc, la conception du job est aussi un facteur majeur pour la bonne santé d'une machine ou pour la bonne santé d'un projet qui sera ensuite exécuté sur une machine qui va utiliser de la JVM. Donc, c'est pas seulement le et- fait de lui donner de la mémoire, mais c'est aussi le fait de pouvoir bien développer avec les bons composants et d'utiliser les bonnes méthodes de développement. alors là, je vous rejoins totalement. Moi, j'irai même plus loin, hein. La majorité du temps, quand vous avez un problème de Space ou de la JVM, etc., c'est qu'on a mal codé quelque part. D'accord? Ça veut dire qu'on peut faire mieux. D'accord? Et tout à l'heure, vous avez posé sur le chatter, est-ce qu'on doit utiliser la base de données, etc. Tout ce que vous pouvez calculer à l'extérieur de votre élève, faites-le. Une base de données, elle est faite pour ça, pour faire des jointures, pour faire des sommes, pour faire plein de choses, hein. Même utiliser même des vues préparées pour aller juste consommer votre résultat. Et je rajoute, vous avez dit tout à l'heure sur les bonnes pratiques à l'utilisation des composants et de la conception en général, charger dans le cache de Talend une table volumineuse parce que vous pensez que ça ira plus vite, oui, oui, mais non. En fait, vous chargez dans le cache uniquement des données restreintes. Ça sert à rien de signifier toute la base de données pour vous dire, ah, tiens, en local, je vais pouvoir faire mes jointures plus facilement dans mon tmap. Donc, encore une fois, la majorité du temps où le heap space est dépassé, c'est que on a activé une option quelque part, on a codé quelque part quelque chose qui ne devrait pas. Logiquement, la majorité des jobs, allez, un giga de RAM, c'est très large, hein, pour faire des jobs, hein. Et découper en petits morceaux, hein, des sub-jobs ou ce genre de choses, hein, histoire de lui donner un peu de souffle à votre code pour qu'il puisse ne pas solliciter énormément de mémoire. Vous l'avez dit, c'est de la conception et de la façon de coder pour éviter ce genre de problème. Rajouter de la mémoire, oui. Et je rajoute aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire, toucher à la RAM, à la XMX et XMS, c'est uniquement dans le cadre des ETL, hein. Ne le faites pas dans les USB, hein. C'est-à-dire c'est pour une exécution bien temporaire où personne ne bosse, où tu perds de la ressource rien que pour ce job-là est intéressante. Si vous le faites sur un USB, croyez-moi, vous allez prendre cher à un moment donné, hein. Même presque tout le temps. Et voilà. D'accord.
On est d'accord. Merci. Bon, je savais que Merci. c'était un vaste sujet, mais je l'ai quand même fait. Ah, Merci pour les c'est réponses un sujet constructives. qui passionne. Alors, on continue pour finir Yes. peut-être plus tard 14 heures, parce que je pense que chacun après Ouais, on a des doit points, ouais. retourner à Ouais. ses activités. Alors, donc au niveau des best practices, et là je vais aller vite, et puis après on pourra également continuer sur les questions, réponses ou d'autres débats intéressants comme la mémoire. Donc, euh, alors, première bonne pratique sur les performances, c'est d'utiliser au niveau des bases de données toujours des composants connexion. Donc, ces composants connexion vont euh, ouvrir la connexion à la base de données et on va pouvoir, dans les autres composants, réutiliser ces objets connexion qu'on a créés initialement au démarrage du projet, ce qui assure une meilleure gestion du nombre de connexions ouvertes au niveau de la base de données. Ensuite, toujours au niveau de la base de données, tant que faire se peut, il faut utiliser la fonctionnalité de ChartDB Connexion. Donc, les connexions partagées, soit créées au niveau de la base de données ou au niveau des différentes ressources que vous avez, sont également une bonne méthode à garder et une bonne pratique à observer pour également gérer le nombre de connexions qu'on ouvre au niveau de la base de données. Donc tout cela se rejoint avec le premier point qu'on a vu qui consiste à utiliser un objet connexion. Donc c'est la même chose ici, on va également utiliser un objet connexion, mais cette fois-ci cet objet il est mis à disposition par la base de données et on va pouvoir le réutiliser dans notre job pour optimiser le nombre de connexions qu'on ouvre au niveau de la base. Et comme toujours, lorsqu'on ouvre une connexion, on va penser à la fermer. Donc la fermeture de la connexion évite également d'avoir des connexions qui prennent ou qu'on appelle souvent des connexions fantômes au niveau de la base de données. Alors, l'utilisation des exécutions parallèles. Donc, généralement, on va utiliser des exécutions parallèles pour multiplier les flux ou pour avoir plusieurs inserts en parallèle dans, dans les tables, dans le cadre d'utilisation d'une base de données. Donc, alors, il faut faire attention également au nombre d'exécutions parallèles on va, il faut faire attention au nombre d'utilisations parallèles qu'on va créer parce que avoir, on va dire, plus de deux connexions parallèles ou quatre connexions, exécutions parallèles, pardon, ne signifie pas forcément que le job ira très vite. Il faut prendre en compte le nombre de threads qu'il est possible de créer au niveau de la JVM et également, il faut prendre en compte les paramètres mémoire qui sont disponibles également sur la machine. Donc, si la machine n'est pas performante, ça ne sert à rien d'avoir 10 connexions ou 10 écritures parallèles. Autant se limiter à deux, le nombre d'exécutions parallèles pour écrire euh, peut-être deux fois plus vite. Mais avoir deux connexions parallèles peut donner, disons, un souffle au job pour multiplier on va dire, diviser le temps d'écriture par deux ou par trois ou par quatre. Et comme c'est indiqué ici, c'est à prendre le nombre de CPU et à prendre en compte dans cette option-là ou dans cette fonctionnalité. Alors, l'utilisation du store on disk. Euh, Lorsqu'on a une forte volumétrie de données qu'on ne peut pas traiter
au niveau d'une base de données. Ça peut être par exemple un fichier très volumineux qu'on doit lire et écrire également dans un fichier. On va activer l'option storage local storage. Donc, c'est-à-dire que le TMAP, pour faire ses calculs, il va faire ses calculs directement sur le disque et non dans la JVM. Donc, on va privilégier le traitement sur disque en lieu et place d'un traitement dans la JVM, ce qui permet d'utiliser on va dire, la force ou la puissance du disque. Alors, lorsqu'on est dans le TMAP, il est possible d'activer le lookup parallèle lorsqu'on a plusieurs lookups dans un TMAP. Donc, le fait d'activer cette option va nous permettre de lire en parallèle plusieurs lookups dans le cadre d'une volumétrie importante ou d'une forte volumétrie qu'on doit traiter dans le TMAP. Donc, activer cette option lorsque vous avez plusieurs lookups dans un TMAP et que le volume de données au total est très conséquent. Donc, on va accélérer dans un sens le traitement du TMAP et le fait également de privilégier ou d'activer le storage euh, disque ou le local storage va non seulement permettre de lire plusieurs lookups en parallèle et de traiter la donnée sur le disque, ce qui va améliorer les performances de traitement du TMAP et de pouvoir donner le résultat un peu plus rapidement. Alors, c'est presque la même chose lorsqu'on doit faire du T-sort row, donc on doit trier les données lorsqu'on a une forte volumétrie de données et qu'on doit faire du tri, il faut privilégier le tri sur le disque plutôt que d'avoir du tri dans la JVM. Donc, avoir du tri dans la JVM, vous allez très rapidement arriver sur l'erreur Java Space parce que c'est d'énormes calculs qui sont effectués dans la JVM et très généralement, ça finit toujours en erreur. Donc, le fait de faire du tri sur disque euh, est, euh, est recommandé et permet d'améliorer les performances de tri dans un job. Alors, l'utilisation du buffer. Euh, donc, on va customiser l'utilisation du buffer toujours lorsqu'on a une volumétrie importante de données à traiter. Et la plupart du temps, on va retrouver cette fonctionnalité buffer sur les tmaps et sur les tfile output et des fois sur tout ce qui est composant output. Donc, que ce soit des fichiers, alors je ne sais pas pour tous les composants, mais sur les composants tmap et tfile output, on va retrouver euh, disons, cette fonctionnalité où on peut jouer sur la taille du buffer qui va nous permettre de stocker un certain volume de données dans la JVM et de pouvoir ensuite les traiter au fil de l'eau. Alors, ça, je l'ai déjà. Alors, ça, c'est le fichier ini du studio. Donc, c'est le fichier sur lequel le studio va se baser lors de son démarrage. Donc, par défaut, on a cette valeur-là, 512 en XMS et 1 giga 5 en XMX. Donc, il est possible d'adapter cette valeur et de passer à 1 giga pour le XMS et jusqu'à 4 gigas pour le XMX. Et donc, le studio, au démarrage, va utiliser
au, mi- au minimum 1 giga pour son démarrage et au maximum 4 gigas, en espérant que ça aille plus vite, parce que des fois, ça ne marche pas toujours. Il y a aussi une autre astuce pour Talent Studio, mais que je n'ai pas marqué dans mes slides, c'est de réduire les composants non utilisés. Donc, au niveau de la palette des composants, on a la possibilité de masquer les composants au démarrage du studio. Donc, tous les composants qu'on n'utilise pas, euh, on peut les masquer, ce qui va faire qu'au démarrage du studio, on va réduire le nombre d'objets à charger, ce qui peut être également un facteur de performance lorsqu'on est en présence déjà d'un projet très volumineux et qu'on prend le soin de réduire les composants qui ne sont pas utilisés ou les composants qui ne font pas partie du projet qu'on développe. Donc, le fait de les masquer permet également de gagner en performance lors du démarrage du studio. Alors, ça, on a déjà parlé, donc je vais passer là-dessus. Voilà. Donc, pour les requêtes SQL, on a des fois cette facilité d'écrire dans un composant DB input select étoile from. Alors, dans les règles de l'art, pas seulement au niveau talent, mais de manière générale, il est conseillé de sélectionner les colonnes euh, qu'on veut lire, donc de les mettre explicitement dans la requête SQL, ce qui permet également de faciliter la lecture des données au niveau de la table et de rendre plus rapide en fait l'exécution de notre requête. Donc le fait lorsqu'on garde le select étoile, le calcul de lecture est beaucoup plus important que lorsqu'on sélectionne les colonnes spécifiques qu'on veut lire. Alors, donc ça, c'est l'exécution parallèle. Donc, c'est ce qu'on a dit un peu plus haut. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais directement passer au prochain slide sur les multithreads. Donc, le multithread, bien vrai qu'il existe dans le studio sur certaines options, avant d'utiliser le multithread, il faut s'assurer que le serveur sur lequel sera déployé le job accepte également le multithreading. Parce que des fois, on active le multithread dans le studio, mais il se trouve que le serveur sur lequel on veut exécuter notre multithreading n'est pas compliance avec le multithreading parce que l'option n'est pas activée ou la fonctionnalité n'est pas activée ou il manque cette option-là sur le serveur. Et des fois, on se dit, ben, j'ai activé le multithreading, mais mon job, il n'est pas plus performant. Au contraire, il est encore plus lent. Donc, il faut d'abord vérifier avec les admin système que le multithreading, il est activé sur la machine où on va exécuter le job. Et ensuite, on peut l'activer dans le job, donc ce qui va nous permettre également d'exécuter plusieurs sous-jobs en parallèle sur la machine, donc dans la JVM, et il faudrait qu'il n'y ait pas de dépendance entre ces jobs, sinon autant faire du séquentiel. Et c'est tout pour cette partie performance. Alors, des questions. Ouais, j'en avais une. Alors, oui, Alors, je sais plus si ça s'appelle connexion partagée. En tout cas, quand tu me donnes le nom de la connexion, j'ai jamais utilisé ça. On en avait parlé une fois. Tu l'avais vu au tout la début. connexion, oui. Attends, Et je quel est, du reviens coup, là-dessus. je veux bien que tu réexpliques quel est l'intérêt d'utiliser ça plutôt que de classique. Moi, ce que je fais, c'est que je vais fermer, réouvrir la connexion dans le job suivant. Alors, Ah. en fait, oui, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. On l'a revu avant encore dans les slides. C'était au tout Ok. début.
C'est au tout début. Ah, voilà. Donc, Non. c'est ici. Alors, le fait Non, non, pas d'utiliser ça. les C'est pas connexions. ça, pardon. C'est encore avant. Voilà. Connexion name. Shared DB connexion name. Et ça va être quoi? C'est dans un main? Enfin, c'est dans un job de master? Enfin, dans quel cas on Alors, utilise ça? le shared DB connexion, en fait, c'est une connexion qui est mise à disposition au niveau de la base de données. Donc, le DBA, il va créer un objet connexion pour tous ceux qui veulent utiliser ou se connecter à la base de données. Cet objet connexion, il est disponible et à l'exécution de ton job, quand tu vas lancer ta connexion à ta base de données, grâce à ce shared DB connexion, va chercher au niveau de la base cet objet connexion et va l'utiliser pour l'ouvrir ou pour l'ouverture de la connexion au niveau de la base. Donc, c'est un objet qui est mis à disposition par les DBA au niveau de la base de données. Donc, ça te donne un seul point d'entrée à la base et cette connexion, en fait, elle est gérée et monitorée, si tu veux, par le DBA. Donc, tu ne pourras pas, c'est comme si tu étais dans un canevas dans lequel tu ne pourras pas sortir. Donc, D'accord. tu as, des règles qui sont mises autour de cette connexion partagée et donc tu ne peux utiliser, par exemple, le DBA va te dire, euh, voilà, dans mon cher DB, tu ne pourras utiliser que 5 connexions en parallèle. C'est un exemple, hein. Donc, cette chère DB connexion, elle ne propose que 5 connexions parallèles. Donc, toi, tu vas utiliser une connexion. Quelqu'un d'autre va venir se connecter à la base de données et toujours dans ce cher DB, tu as utilisé une connexion, il reste encore 4. Une autre personne va utiliser une autre connexion, ainsi de suite, jusqu'à ce que le pool de connexions qui est mis à disposition dans le cher DB connexion soit épuisé et vous ne pourrez pas sortir de ce cadre-là. Cela permet au DBA de contrôler le nombre de connexions qui s'ouvrent au niveau de sa base de données. Parce que il peut s'agir d'une base de données qui est très sensible et donc tout le monde ne peut pas venir se connecter comme ça à la base et faire ce qu'il veut. Et ça nous permet également au DBA de suivre qui se connecte à sa base de données, pendant quel temps est-ce que euh, cette connexion, elle est restée ouverte pendant un certain moment. Donc, ça lui donne également la possibilité de faire un kill de cette connexion, donc de libérer de l'espace ou d'éjecter une personne. En fait, ça dépend. Les cas d'usage sont nombreux. Mais le share DB connexion permet d'avoir un point d'entrée au niveau de la base, donc un objet connexion qui est mis à disposition. Cette fois-ci, c'est pas Talend qui le met à disposition, mais c'est le DBA qui le met à disposition. Ce qui est différent de l'objet connexion. Tu vois, l'objet connexion qui est là, le STG connexion, Talend crée un objet connexion. Ça, c'est l'objet connexion qui est créé par Talend. Cet objet connexion, le DBA, lui, il ne gère pas. C'est Talend qui gère cette partie-là. Et le cher DB connexion, là, ce n'est plus Talend qui gère la partie connexion partagée, mais c'est le DBA qui le met à disposition. Donc, Talend va créer son objet connexion qui se plug à la connexion partagée qui est mise à disposition par le DBA. Donc, en fait, c'est une double sécurité. Parce que non seulement avec ton objet T JDBC ou T MySQL connexion, tu vas créer un objet connexion, Talend, mais cet objet, c'est un objet Talend, mais le share DB connexion va mettre à disposition un autre objet connexion que Talend va utiliser. Donc, Talend va s'en servir pour ouvrir la connexion à la base de données. Est-ce que Ok, c'est très clair. un peu clair? Ok, merci. De rien. Alors, et le select étoile est un problème si une colonne a été rajoutée dans la table. Effectivement, le select étoile est un problème parce que pour que cela ne soit pas,
En fait, il faut utiliser la fonction dynamic schéma, donc schéma dynamique. Donc, on va dire la solution du select étoile lorsque une nouvelle colonne se rajoute, c'est l'utilisation d'un schéma dynamique. Bien vrai que le select étoile ne soit pas conseillé, mais c'est la solution à cela. N'empêche que le select étoile doit être proscrit de notre façon d'utiliser les requêtes SQL. Il faut fixer les colonnes qu'on veut utiliser et on s'affranchit de tout problème de performance et aussi de tout problème de nouvelles colonnes qui se créent sans qu'on ne soit informé ou qui se suppriment également. Ça peut être dans l'autre sens. Voilà. D'autres questions? Alors, j'ai vu Rémi qui a rajouté quelque chose. Euh, Ah ouais, je crois qu'il rebondissait sur ce qu'on avait vu au tout début, sur les règles de nommage. Ah non, c'était sur le pré-job et post-job. Et j'avais rajouté le côté renommage des composants. Et il a partagé une ok, petite capture sympa. d'accord. Ok. Alors, Rémi qui met, j'aime bien garder le désinfo renommage fonctionnel non technique. Oui, effectivement. Certains trouvent ça surcharge, plus commentaire, mais effectivement, je vais dans le même sens que Rémi. Le fait de garder les non fonctionnels et les non techniques enfin, cela permet d'avoir une idée assez précise sur le nom du composant, on va dire le numéro du composant qui est utilisé. Je prends un exemple très simple. On a deux composants MySQL input. Donc, lorsqu'on le renomme, euh, par exemple, Customer pour la première table et Sales pour la deuxième, c'est tous deux des MySQL input. Et lorsqu'on a une erreur technique, le studio va nous dire tes MySQL input 1, erreur. Ben, on a renommé les composants Customer et Sales. Du coup, on est obligé de cliquer sur chaque composant pour savoir ben, c'est lequel le TMySQL input 1. Alors que le fait de garder le nom technique et de le surcharger par un nom fonctionnel nous donne un aperçu direct de quel composant il s'agit. Et là, ça nous évite de cliquer sur l'ensemble ou sur chaque composant du job pour le retrouver. Donc, effectivement, c'est une bonne pratique, c'est quelque chose d'intéressant à garder. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les commentaires? Bah, c'était le dernier point que moi j'avais aussi soulevé. C'était sur l'utilisation d'un composant connection, même s'il n'y a qu'un seul composant qui l'utilise. T'as un seul- Oui, en fait, oui. En fait, il faut garder la bonne pratique. Il faut garder la bonne pratique, même si c'est un seul composant. C'est vrai pour un seul composant, on pourrait se dire, bon, allez, on utilise directement la connexion dans l'objet sans utiliser d'objet partagé ou d'objet connexion. On a tendance à aller plus vers la facilité que vers ce qui parfois peut être contraignant pour nous ou ce qui pourrait nous faire perdre un peu de temps. Mais il faut garder une certaine logique et il faut observer une certaine discipline dans notre façon de travailler, dans la façon de développer. Et même si c'est un seul composant, qu'on doit utiliser, même si c'est juste un des MySQL input qu'on doit utiliser, je préfère utiliser mon objet connexion que j'ai mis dans un joblet et mon objet close que j'ai également rajouté dans mon joblet et dans le job, utiliser cet objet connexion-là.
je sais qu'à partir de là, tous les jobs que je vais développer qui vont utiliser des composants de base de données auront le même template avec l'objet connexion et l'objet close, tous deux dans des joblets différents ou dans un seul joblet. Et là, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer un jour si je n'utilise pas ces objets-là et que le job en question, il génère des erreurs? Je suis obligé de chercher le job, en fait, de l'ouvrir pour corriger ou par exemple si le nom de l'adresse IP de la base de données a changé ou le schéma a changé ou le nom d'utilisateur, le mot de passe, lorsqu'on a des règles de sécurité assez strictes, bah, ça fait que je suis obligé de retourner dans mon studio, d'ouvrir le job, de le modifier les paramètres de connexion, puis de republier encore mon job sur mon serveur. Alors que lorsque ces éléments-là sont gérés en amont dans des variables de contexte qui sont ensuite utilisées dans des joblets, ça fait que mon- ma connexion à ma base de données peut changer, elle peut évoluer. Je n'ai qu'un seul endroit où je peux aller modifier ces éléments-là, c'est dans mon fichier paramètres. Et étant donné que ces informations sont utilisées dans des joblets, si je dois modifier quelque chose, je le modifie que dans le joblet et cette modification est appliquée à tous les jobs qui utilisent mon joblet. Yes, Ouais. entièrement d'accord. D'autres d'autres questions? Ouais, j'ai pas la Non, on a fait pression. le tour. Ouais, ça va être la fin, je pense. Ouais. Ben, en tout cas, merci, un grand merci à tous pour votre participation. Merci à Ahmed qui nous a fait part de son expérience très intéressant. Je pense qu'on a un sujet intéressant qu'on doit creuser, l'utilisation de la mémoire et l'utilisation des variables de contexte. Donc, T-contexte load, T-contexte dump, contexte interne, contexte repository. Donc ça, c'est un sujet intéressant que je vous propose chacun de vérifier, de tester juste en mode POC et de nous faire part de vos résultats, de ce que vous avez obtenu. Et comme ça, on aura une idée assez précise de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et prochainement, je pense qu'avec l'autorisation de Xavier, je vais vous parler de Talent Cloud. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que ça sera programmé, mais ma prochaine intervention, ça sera sur Talent Cloud, sur les différentes applications qu'on va avoir dans Talent Cloud, la partie administration de Talent Cloud, quels sont les bons réflexes à avoir avec Talent Cloud, etc. Donc, tous les sujets liés à Talent Cloud seront abordés dans ma prochaine intervention. Cool. Merci beaucoup, Franck. Je Merci vous beaucoup, remercie Franck. à tous. À tous. Merci. Allez, à bientôt. Merci. Merci Ciao. beaucoup. Bon après-midi. Salut. Au revoir. Merci. Merci.